Bienvenue à ici Radio-Canada Histoire. Aujourd'hui, nous allons rencontrer l'ancien premier ministre canadien Pierre-Éliott Trudeau pour discuter avec lui de sa longue et mémorable carrière politique. Allons-y! Bonjour, Monsieur Trudeau. Bonjour. Pierre-Éliott Trudeau est un célèbre politicien canadien d'origine québécoise. Issu d'une famille plutôt aisée, il est parfaitement bilingue et a été premier ministre du Canada de 1968 à 1979, puis de 1980 à 1984. Il a été introduit dans la politique canadienne par le premier ministre Lester B. Pearson en 1965 et nommé ministre de la Justice par ce dernier en 1967, avant de devenir premier ministre à son tour. Il est reconnu pour son grand charisme et ses importantes contributions à la scène politique canadienne des années 70 et 80, surtout sur la question d'unité nationale pendant une période de lutte pour le pouvoir entre les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral. Ses accomplissements incluent la loi sur les langues officielles en 1969 qui a rendu le Canada un pays bilingue, la défaite des souverainistes québécois en 1980 et le rapatriement de la Constitution canadienne en 1982, où il a aussi introduit la Charte canadienne des droits et libertés dans la Constitution. Cela fait déjà plus de 10 ans que vous avez pris votre retraite politique. Tout à fait. Vous avez fait beaucoup de choses pour le Canada. Quel est le moment de votre carrière politique dont vous êtes le plus fier? C'est un choix difficile, mais je pense que c'est le rapatriement à la Constitution en 1982, plus précisément le 17 avril. Je me rappelle que ramener la Constitution de notre pays en sol canadien était mon rêve personnel. Pourquoi? Avec le rapatriement, j'ai achevé mes buts d'unification du peuple canadien sur la Constitution que moi et mes ministres ont amendée et qui, selon moi, devrait rester comme telle pour les siècles à venir. Mais le Québec n'a toujours pas signé cette Constitution. Pensez-vous que ça va rester comme ça? Le Québec n'a pas signé la Constitution, mais ne deviendra pas un pays indépendant non plus. Éventuellement, lorsque la vague de souverainisme sera passée, qu'ils réaliseront qu'ils vont bientôt plus être le tiers, mais plutôt le quart de la population canadienne, je pense qu'ils vont devoir signer la Constitution. Monsieur Trudeau, vous avez sans doute eu des moments difficiles dans votre carrière. Être politicien n'est pas facile. C'est un travail qui nécessite beaucoup de résilience mentale afin de pouvoir rebondir à des événements qui ne vont pas nécessairement comme on le veut. Des événements comme la crise d'octobre, où il y a eu un attentat à la sécurité nationale, ou la crise du pétrole, où il a fallu réguler multiples aspects de notre économie pour ne pas retomber en crise économique, ainsi que les élections de 1979. Lequel pensez-vous était le pire? Ce serait sans doute la crise d'octobre en 1970, un événement que moi et les Canadiens pensaient être impossible de se produire ici. C'était inouï, il y avait beaucoup de pression sur le gouvernement et surtout moi de faire quelque chose. La crise d'octobre 1970 a débuté lorsque deux cellules du FLQ ont enlevé le diplomate britannique James Cross ainsi que le ministre québécois Pierre Laporte dans l'intervalle de quelques jours. L'aide du gouvernement fédéral et surtout de Pierre-Éliott Trudeau, premier ministre canadien à ce moment-là, est sollicitée par le gouvernement québécois. Ainsi, Trudeau invoque la loi sur les mesures de guerre pour préserver l'ordre à Montréal, là où les enlèvements ont eu lieu. Cependant, Pierre Laporte est assassiné le 17 octobre. Voici un extrait d'une conférence de presse suite à cet événement. Monsieur Trudeau, nous avons appris récemment la mort de Monsieur Laporte, assassiné par ses ravisseurs. Aujourd'hui, son corps a été retrouvé dans le coffre d'une voiture stationnée à l'aéroport de Dorval. Que pensez-vous de cet acte horrible commis par les terroristes du FLQ? Je suis choqué, je suis terriblement attristé par cet attentat commis par ces terroristes meurtriers à l'égard de l'honorable Monsieur Laporte. J'offre mes sincères condoléances au nom de tous les Canadiens à la famille de cet honnête homme. Cependant, l'objectif principal que le FLQ cherche à accomplir à travers de ses actions est d'avoir beaucoup de publicité pour leur mouvement. Et je suggère que le plus de reconnaissance on leur attribue, plus leur victoire est grande. Je n'ai aucunement envie de leur donner cette victoire. Le décès d'un de nos pères ne marquera pas non plus notre défaite. Dear Mr. Trudeau, nous savons que vous avez invoqué le War Measures Act et que vous avez envoyé l'armée à Montréal. Mais comment allez-vous protéger tous les autres individus qui pourraient être victimes de ce genre d'attaque ailleurs au Québec ou même en Ontario? On ne peut pas tous les protéger. Certes, notre armée est grande, mais il est définitivement impossible de protéger tous les fonctionnaires publics d'un enlèvement.
On ne peut mettre un homme à chacun d'eux pour les surveiller, mais on va espérer que ces criminels ont encore quelque chose d'humain à l'intérieur d'eux, qu'ils réaliseront que la violence ne résout rien. Et est-ce que le public in general devrait avoir peur pour leur sécurité avec tous ces criminels armés qui se promènent librement dans les rues? Devrait-il? Le public et les groupes que ces terroristes essaient de soulever, c'est eux qu'ils cherchent à mobiliser dans leur mouvement. Ils ne s'attaqueront jamais à leurs potentiels partisans. Ils ne cherchent qu'à défier le gouvernement et leur soi-disant domination anglophone. Croyez-moi, cela est impossible. L'année passée, votre gouvernement a mis en place la loi sur les langues officielles et vous avez fortement appuyé le bilinguisme et le biculturalisme au Canada. Considérant la situation de crise incessante au Québec, il semble alors que votre solution n'ait pas fonctionné. Vous avez donné aux Québécois ce qu'ils voulaient et regardez ce qu'ils ont fait. Comment pouvez-vous expliquer cela? Ceux qui commettent des actes de terrorisme et de violence sont des radicaux. Ils ne représentent pas tous les Québécois. Tous les gouvernements dans ce pays sont bien conscients de l'existence de problèmes sociaux profonds et importants. Et chaque gouvernement, jusqu'à la limite de leurs ressources et de leurs habiletés, est profondément engagé à trouver des solutions. Mais pas par des enlèvements ou des bombardements, mais par du travail acharné. Et s'il y a des doutes à propos des capacités du gouvernement, il existe des partis de l'opposition prêts et disposés à savoir offrir une opportunité de gouverner. En résumé, il existe au Canada un système pour changer de gouvernance par des moyens pacifiques. Ne pensez-vous pas que votre décision d'invoquer la loi sur les mesures de guerre ait été trop précipitée? Nous ne connaissons pas les effectifs terroristes et l'intervention de l'armée aurait pu entraîner l'assassinat de M. Laporte. J'aimerais signaler que ma décision d'invoquer cette mesure extrême a été le résultat d'appels à l'intervention par l'honorable Robert Bourassa, Premier ministre du Québec, et l'honorable Jean Drapeau, maire de Montréal, et a aussi été fortement appuyé par le public et les députés. Par rapport à l'assassinat, ce n'est qu'un acte lâche des meurtriers qui étaient désespérés à obtenir des résultats. Maintenant que nous savons que le FLQ est capable de meurtre, allez-vous accorder certaines demandes de leur manifeste pour négocier la libération de M. Cross? Non, on ne cédera rien. Vous comptez alors sur l'armée et la suppression des libertés civiles? C'est pour garder l'ordre en ce temps de crise. Je suis confiant que l'armée fera les arrestations nécessaires pour nous sortir de cette crise. Alors jusqu'où iriez-vous? Just watch me. Voilà, c'est tout pour cette semaine à Ici Radio-Canada Histoire. Merci et à la prochaine.